Alors maintenant que nous en avons terminé avec notre exploration de l'histoire de la psychologie, on va enfin pouvoir se tourner vers la psychologie telle qu'elle se pratique actuellement. Et dans cette vidéo, on va commencer par une branche comportant différentes pratiques que l'on peut regrouper sous le terme de neurosciences comportementales. Alors, un nom un peu moins utilisé pour décrire cette branche est également la biopsychologie ou la psychologie biologique. Et comme son nom l'indique, la biopsychologie explore la manière dont notre biologie influence notre comportement. Alors, bien que la psychologie biologique soit un vaste domaine, de nombreux de ces psychologues veulent comprendre comment la structure et la fonction du système nerveux sont liées au comportement. À ce titre, ils combinent souvent les stratégies de recherche des psychologues et des physiologistes pour atteindre cet objectif. Ce qui fait que les recherches des psychologues biologistes couvrent un certain nombre de domaines, avec des choses comme l'étude des systèmes sensoriels et moteurs, le sommeil, la consommation et l'abus de drogue, le comportement reproductif, le neurodéveloppement, la plasticité du système nerveux et les corrélats biologiques des troubles psychologiques. Donc, vous voyez, ça fait vraiment pas mal de choses. Compte tenu de l'étendue des domaines d'intérêt relevant de la psychologie biologique, il n'est pas surprenant que des personnes issues de tous les horizons participent à ces recherches, notamment des biologistes, des professionnels de la santé, des physiologistes et des chimistes. C'est pour cela que cette approche interdisciplinaire est aussi fréquemment désignée sous le nom de neurosciences, dont la psychologie biologique n'est en fait qu'une partie, qu'une composante. Alors que la biopsychologie se concentre généralement sur les causes immédiates du comportement, quant à la physiologie d'un humain ou même d'un animal, la psychologie évolutionniste, elle, cherche à étudier les causes biologiques ultimes du comportement. Alors, dans la mesure où un comportement est influencé par la génétique, ce comportement, comme toute autre caractéristique anatomique d'un être humain ou d'un animal, s'adaptera à son environnement. Et cet environnement comprend l'environnement physique, mais pas que, puisque les interactions entre les organismes peuvent également être importantes pour la survie et la reproduction, et aussi l'environnement social. Mais l'étude du comportement dans le contexte de l'évolution ne date pas d'hier, puisqu'elle trouve son origine chez Charles Darwin, l'homme à l'origine de la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. En effet, Darwin était bien conscient que les comportements étaient adaptatifs et a écrit de nombreux livres à ce sujet. Mais même si elle est très ancienne, la psychologie évolutionniste, et plus particulièrement la psychologie évolutionniste portant sur l'homme, a connu une résurgence au cours des dernières décennies. Pour être soumis à l'évolution par la sélection naturelle, un comportement doit avoir une cause génétique significative. En général, on s'attend à ce que toutes les cultures humaines expérimentent un comportement s'il a une cause génétique, puisque les différences génétiques en fait entre les groupes humains sont assez faibles. Pour prendre un exemple vraiment très grossier, le besoin de manger est présent dans toutes les cultures, et il est donc génétique, alors que le fait de manger telle nourriture plutôt que telle autre est spécifique à chaque culture en particulier, et il n'est donc pas génétique, mais il est culturel. Ce qui fait que l'approche adoptée par la plupart des psychologues évolutionnistes consiste à prédire le résultat d'un comportement dans une situation particulière en se basant sur la théorie de l'évolution, puis à faire des observations ou à mener des expériences pour déterminer si les résultats correspondent vraiment à la théorie. Vous voyez, il y a vraiment toute une démarche qui correspond à la théorie de l'évolution. Cependant, il est important de reconnaître que ce type d'étude ne constitue pas en soi une preuve solide qu'un comportement est adaptatif, car il leur manque l'information que le comportement est en partie génétique et non entièrement culturel. En fait, le problème, c'est que démontrer qu'un trait, et en particulier chez les humains, est naturellement sélectionné est extraordinairement difficile. Et c'est peut-être pour cette raison que certains psychologues évolutionnistes se contentent de supposer que les comportements qu'ils étudient ont des déterminants génétiques. On doit donc vraiment prendre les résultats de ces études avec des pincettes. Un autre inconvénient de la psychologie évolutionniste est que les traits que nous possédons aujourd'hui ont évolué dans des conditions environnementales et sociales très anciennes dans l'histoire de l'humanité, et nous avons une mauvaise compréhension de ce qu'étaient ces conditions à l'époque. Cela rend donc assez difficile les prédictions sur ce qui est adaptatif pour un comportement, car les traits comportementaux n'ont pas besoin d'être adaptatifs dans les conditions actuelles, mais seulement dans les conditions du passé, lorsqu'ils ont évolué, et donc sur lesquels nous ne pouvons que formuler des hypothèses. Alors, ça n'empêche qu'il existe de nombreux domaines du comportement humain pour lesquels l'évolution peut faire des prédictions, comme la mémoire, le choix du partenaire, les relations entre proches, l'éducation des enfants, l'organisation sociale et le statut. Donc, vous voyez, tout n'est pas perdu pour la psychologie évolutionniste. D'ailleurs, ces psychologues ont dans de nombreux cas réussi à trouver une correspondance expérimentale
entre les observations et les attentes. Par exemple, dans le cas d'une étude sur les différences de préférence de partenaires entre les hommes et les femmes, couvrant 37 cultures, a constaté en 1989 que les femmes accordaient plus d'importance aux facteurs concernant le statut et que les hommes, eux, accordaient plus d'importance aux facteurs potentiels de reproduction, comme par exemple la jeunesse et l'attractivité. Alors évidemment, il ne faut pas tomber dans le cliché. Ce genre d'étude est seulement statistique, donc cela ne veut pas dire que c'est le cas chez tous les individus. Ça veut simplement dire que, en général, les prédictions étaient conformes aux prédictions de l'évolution, bien qu'il y ait eu des déviations dans certaines cultures. Alors, pour terminer, les scientifiques qui s'intéressent à la fois aux aspects physiologiques des systèmes sensoriels et à l'expérience psychologique des informations sensorielles travaillent également dans le domaine de la sensation et dans le domaine de la perception. En tant que tel, la recherche sur les sensations et la perception est aussi très interdisciplinaire. Imaginez par exemple que vous vous promeniez entre les bâtiments lorsque vous passez d'une classe à une autre. Vous êtes inondé d'images, de sons, de sensations et d'odeurs. Vous ressentez également la température de l'air qui vous entoure et vous maintenez votre équilibre sur votre chemin lorsque vous marchez. Tout ça, ce sont des facteurs d'intérêt pour quelqu'un qui travaille dans le domaine de la sensation et de la perception. Alors, comme nous le verrons dans une prochaine vidéo consacrée plus précisément aux résultats des études sur les sensations et la perception, notre expérience du monde n'est pas aussi simple que la somme de toutes les informations sensorielles réunies. Au contraire, notre expérience ou notre perception est complexe et elle est influencée par l'objet de notre attention, par nos expériences antérieures et même par nos antécédents culturels. Donc vous voyez, vraiment on a beaucoup de choses encore à étudier. Mais pour le moment, pour récapituler ce que nous avons vu dans cette vidéo, nous avons commencé par voir que la psychologie biologique s'intéressait principalement à la manière dont notre constitution biologique influençait notre comportement. Puis nous avons vu plus précisément en quoi la psychologie évolutionniste, qui est en fait une partie de la psychologie biologique, utilisait les principes développés par Darwin pour tenter de comprendre notre comportement à partir de certains facteurs génétiques. Enfin, nous avons également pu voir que la psychologie biologique s'intéressait à la sensation et à la perception, en ce qu'elles représentent des éléments centraux de notre existence. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la psychologie biologique. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, voire à devenir un membre, cela m'aiderait énormément, et puis comme ça vous pourrez être averti dès que les prochaines vidéos seront publiées. En attendant, vous pouvez également me retrouver sur TikTok où je poste des vidéos plus courtes qui pourraient également vous intéresser. Donc je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.